Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information sur l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui je vais m'intéresser au sujet du moment et aux difficultés du moment. Il faut comprendre que ce mois-ci il peut se passer quand même des choses très importantes pour l'avenir du club. Vous le savez, le 28 novembre, l'OL va passer devant la DNCG. Malheureusement, John Textor sera présent. Santiago Cucci assumera à cette occasion sa dernière fonction pour l'Olympique lyonnais avant de remonter dans le groupe Eagle. Bon, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je n'en sais rien. Donc on va voir un petit peu comment on aborde la DNCG. Aujourd'hui, une commission de la Ligue de football professionnel va se prononcer sur les incidents à Marseille, mais du côté marseillais. Et vous allez voir que eux ne risquent pas grand-chose, alors que nous, potentiellement, on peut vraiment être les dindons de la farce, même si je pense qu'il ne faut pas ajouter du stress supplémentaire. Pour ce qui est des incidents, des chants racistes, etc., par certains supporters lyonnais, eh bien tout cela sera étudié le 22 novembre, donc vous voyez, il y a encore du temps avant ça. On verra que le calendrier n'est pas facile pendant ce mois de novembre et que ça va être encore difficile de ramener des points, et pourtant on est absolument en besoin de points. On va parler également de la trêve qui arrive juste après le match de Rennes. 2 semaines de trêve, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour nous? Et je parlerai de ce que j'appelle la désunion sacrée. Vous savez que après les incidents de Marseille, le coach blessé, on a appelé à l'union sacrée entre les joueurs, le coach, la présidence, les supporters, les suiveurs et tout ce que vous voulez. Et que ce qu'on a vu sur le terrain et en dehors face à Metz, finalement montre que cette union sacrée c'est du flan, qu'elle n'existe pas du tout, et que il va falloir encore faire beaucoup de chemin pour qu'il y ait une union dans ce club. Déjà son organisation globale laisse elle-même à désirer. Alors on va commencer par Textor. Alors Textor qui s'est fait remarquer il y a peu, après la nouvelle défaite de Botafogo, Botafogo qui est en train de voler en éclats. Faut savoir que ce club avait, donc qui est l'autre club de John Textor au Brésil, ce club avait 13 points d'avance en championnat, à la tête du championnat sur le deuxième, donc à la mi-août. Son entraîneur Luis Castro a été débauché par un club saoudien, remplacé pendant 4 matchs par Cassapa qui a d'ailleurs fait 4 victoires en 4 matchs. Et John Textor a eu la très bonne idée de faire venir son pote Bruno Lage, qui fait partie de l'écurie Mendes. Et Bruno Lage a foutu le club par terre. Il s'est fait virer et il a été remplacé par une autre personne qui s'appelle Lucio Flavio et qui ne réussit pas du tout à remonter la pente, ce qui fait que à l'heure actuelle, alors qu'il reste entre 8 et 9 matchs dans la saison de Botafogo, désormais Botafogo est à égalité de points avec le deuxième, et il y a plusieurs équipes qui sont revenues à 1 ou 2 points. J'ai lu quelque part que sur la première partie de saison, Botafogo avait fini premier, et que sur la deuxième partie de saison, ils sont 17e de leur championnat. Un championnat à 20 équipes, donc pas dernier sur la deuxième partie de saison, mais pas loin. Ce qui fait que Monsieur Textor, en plus de voir potentiellement l'Olympique lyonnais descendre en Ligue 2, voit peut-être le titre du championnat brésilien lui filer entre les doigts. Et donc il y a eu un match face à un des grands rivaux de Botafogo, Palmeiras, qui je crois est deuxième du championnat si je ne me trompe pas. Botafogo recevait Palmeiras et menait 3-1. À ce moment-là, Adrielson, qu'on connaît bien désormais, enfin on connaît le nom, on sait pas trop ce qu'il vaut sur le terrain, se fait expulser. Bon, vous pouvez aller voir l'action, voir s'il y a vraiment scandale. On a quand même l'impression que le joueur adverse part un peu seul au but. Bon, il y a faute, il y a expulsion, mais bon. Expulsion donc d'Adrielson, on est à la 83e minute de jeu.
Pourtant, l'arbitre accorde un penalty un petit peu plus tard à Botafogo. Donc, Botafogo, s'ils mettent le penalty, ils mènent 4-1 à domicile à quelques minutes de la fin. Seulement, Soares, qui est le meilleur attaquant de Botafogo, rate le penalty et au final, Palmeiras revient et gagne le match 4-3. Évidemment, c'est un des tournants négatifs de la saison de Botafogo. Et là, à la sortie, John Textor pète un plomb. Et donc, vous le voyez dans le titre, c'est de la corruption, c'est du vol. Donc, il accuse carrément l'arbitre d'être corrompu. Il va même demander la démission du président de la fédération brésilienne. Donc, vous voyez, totalement à l'ouest. Moi, je me dis, un arbitre corrompu qui vous accorde un penalty alors que vous menez déjà 3-1, enfin voilà, si l'équipe adverse l'a payé, il devait quand même pas être très content que cet arbitre donne un penalty. Bon bref, vous le comprenez, c'est n'importe quoi. Et donc, je pense que Monsieur Textor est quelque peu sur les nerfs parce que j'entends dire ici ou là, oui, Textor, il s'en fout, il joue pas son argent, ce qui est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Textor a effectivement acquis l'Olympique Lyonnais donc pour 800 millions, mais que cet argent-là, il lui a été prêté contre des garanties. Et les garanties, eh bien, ce sont ses participations dans tous les clubs de foot qu'il a. Donc bon, s'il perd Molenbeek, en gros, s'il peut pas rembourser ses emprunts, les parts de ces clubs-là entrent dans les mains de ceux qui lui ont prêté, et notamment le groupe Ares. Donc bon, Molenbeek, ça vaut pas grand-chose, mais bon, Botafogo, ça a quand même une valeur. L'Olympique Lyonnais, évidemment, a une valeur, notamment le stade, qui à lui seul vaut plus de 300 millions. Et surtout, Crystal Palace. Vous imaginez bien qu'un club de première ligue a une valeur absolument folle. Et donc, John Textor, via le groupe Eagle, possède 46% de Crystal Palace. Donc, s'il ne peut pas rembourser ses emprunts, si on descend en Ligue 2, il perd tout. Il perd tout, ou alors il trouve encore d'autres financiers, mais je suis pas certain qu'il en trouvera pour éponger toutes les dettes. Je vous renvoie à ma vidéo sur le budget, où on se rend compte que non seulement l'OL sort d'une année avec 100 millions de déficit, mais en plus une dette qui est montée désormais à 400 millions. Donc évidemment, on comprend pourquoi d'ailleurs Textor veut vendre l'Arena. S'il arrive à en tirer 100 ou 150 millions, évidemment, il pourra retrancher cette somme-là de ses autres dettes et faire refinancer la dette restante. Donc ce qui m'inquiète, c'est que Textor, énervé, on sait que c'est quelqu'un qui, on va dire, a le sang chaud, qui peut monter vite en température, qui s'est foutu à dos la DNCG, et donc on va repasser devant la DNCG. Et ce qui est un petit peu embêtant, je trouve, c'est que lui, il sort un peu comme au mois de juin, à la fin juin, début juillet, quand on est passé en appel. Il arrive avec le clairon et les trompettes pour dire « on va passer les doigts dans le nez, ne vous inquiétez pas ». Alors évidemment, chat échaudé craint l'eau chaude, donc nous, les supporters, on y va avec prudence, alors que Textor, lui, il clame haut et fort que ça va passer tranquille mimile. On va revoir ce qu'il a dit, notamment il y a quelques semaines, dans un message écrit. Donc c'est un message de fin septembre, début octobre. Donc on avait réalisé encore des performances désastreuses, comme c'est habituel depuis le début de la saison. Et vous le voyez ici, il s'adresse à nous, les supporters. Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Donc il nous dit, vous inquiétez pas, au mercato d'hiver, ça va être open bar, je vais dépenser sans compter, ceux qui ont la référence Jurassic Park, et on va renforcer l'équipe, parce qu'il faut bien dire que le mercato d'été n'a certainement pas renforcé l'équipe, elle l'a totalement affaibli. D'ailleurs, pendant la trêve internationale, je ferai une vidéo sur Mathieu Louis-Jean, parce que notre directeur du recrutement possède une bonne cote, une bonne réputation, mais évidemment, il faut le voir à l'œuvre. Donc on verra, on fera le point sur l'œuvre de Mathieu Louis-Jean à l'été 2023, dans un budget certes
conscrit. Mais malgré tout, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait et aussi ce qu'il voulait faire. Donc la DNCG, on va se présenter le 28 évidemment avec quelques atouts. Je vous renvoie là encore à ma vidéo sur le budget. Puisqu'on a une vente de Lukeba, 34 millions bonus inclus, 50 millions pour Barcola bonus inclus. Également, baisse des frais de fonctionnement avec la vente des féminines à Michel Klang, environ 15 millions, plus la vente de l'OL Reign qui, notons-le, n'est toujours pas réalisée. On nous dit que d'ici le 28 novembre, il y aurait une négociation avec un acheteur exclusif. Est-ce que ça va suffire à la commission? Ça, on ne sait pas. Mais bon, on va dire quand même, si on met tout ça bout à bout, on arrive carrément à pas loin de 150 millions de plus que le budget qui a été présenté au mois de juin. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait passer, mais le fait d'être dernier du championnat, et des contrats absolument colossaux sur certains joueurs, ça va peut-être faire réfléchir la commission, qui va dire ces 150 millions que vous avez récupérés, vous feriez mieux de les garder pour la saison prochaine si vous descendez en Ligue 2, puisque il paraît quand même évident que vous ne ferez pas de Coupe d'Europe. Donc moi, je ne suis pas aussi confiant que Monsieur Textor, mais bon, à lui d'assumer ses propos. Pour le moment, il assume pas grand-chose, il raconte un peu n'importe quoi, notamment sur la qualité de l'effectif. Alors sur les sanctions consécutives au match de Marseille, enfin au match, on va dire, du match prévu à Marseille, l'équipe nous dit que l'OM ne devrait pas être sanctionné dès lors que les incidents n'ont pas eu lieu à proximité du stade. Alors après, il faut définir ce qu'est la proximité du stade. Donc en gros, ils vont s'en sortir tranquillement. Et mon intuition, mais je n'ai pas encore d'infos sur le sujet, c'est que le match aura lieu au Vélodrome avec le public, évidemment sans les supporters lyonnais, ce qui me fait quand même penser que Marseille, donc les supporters lillois n'ont pas été autorisés à aller à Marseille. Mais finalement, en faisant régner la terreur par des caillassages de bus, ils ont gagné le fait que les supporters des équipes adverses ne viennent pas dans leur stade. Donc je trouve que ça crée quand même une distorsion, puisque les joueurs, quand même, ça les galvanise quand vous avez 3, 4, 5 ou 600 de vos supporters qui ont fait le déplacement, qui viennent vous soutenir. Je pense que ça aide l'équipe, ça lui donne le moral de voir que voilà, ils ont des gens derrière eux. Et donc là, comme il n'y a pas les supporters adverses, vous êtes en terre totalement hostile, avec un stade qui est totalement acquis à la cause de l'équipe adverse. On peut même penser que ça peut influencer les arbitres. Donc je trouve ça tout à fait navrant. Là où effectivement, je dirais ça pourrait être la double peine pour l'Olympique Lyonnais, c'est que les débordements de nos supporters les plus extrémistes, d'extrême droite notamment, pourraient entraîner des sanctions pour l'Olympique Lyonnais. Alors là, l'équipe, on va dire, on va évaluer la situation la plus catastrophique. Alors éventuellement fermeture, un huis clos partiel comme ils disent du Groupama Stadium, bon, chose à laquelle je ne crois pas tellement, et envisage même un retrait de points avec sursis, en nous précisant si la commission veut frapper fort. Bon là je trouverais quand même que ce serait assez incroyable qu'on se prenne des retraits de points avec sursis ou non d'ailleurs, parce que une dizaine d'excités, c'est très mal conduit, alors que Marseille, de nombreux, même des centaines d'excités se sont mal conduits et l'OM n'aurait rien. Là franchement, je trouve que ce serait totalement ridicule. Mais bon, je ne serais pas plus étonné que ça, puisque cette saison, finalement, rien ne tourne en notre faveur, donc pourquoi pas en plus des sanctions. Alors après les incidents à Marseille, on a entendu les joueurs, on a entendu le coach, on a entendu certains supporters, John Textor également, enfin bon bref, c'était l'union sacrée,
tous derrière Fabio, à la guerre avec Fabio, etc., etc. Et donc, moi, bon, j'ai quand même un petit peu d'expérience, je sais ce que veut dire l'union sacrée, mais on va regarder quand même la définition qui est donnée par le dictionnaire. Donc, union sacrée, union de tous les citoyens en présence d'un péril commun. Alors là, le péril commun, c'est la descente, c'est les agressions contre le club, en dépit de leurs dissentiments politiques. En gros, l'union sacrée, c'est de dire, face à des circonstances exceptionnellement graves qui nous mettent en péril, eh bien, il faut qu'on soit tous communs, d'un front commun, unis, pour s'en sortir. Donc, c'est une notion à la base politique, mais qui est reprise, évidemment, dans de nombreux domaines. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, supporters, dirigeants, coach, je dirais même suiveurs, tous à la guerre avec Fabio. Donc, on reçoit le FC Metz, 16e du championnat. Donc, on se dit, eh bien, ceux qui ont appelé à l'union sacrée, évidemment, vont appliquer cette union sacrée. Et donc là, on a visuellement la tribune présidentielle lors du match contre Metz. Et on voit déjà pas mal de sièges vides autour de Tony Parker. On se demande, mais qu'est-ce que fait Tony Parker à cet endroit-là ? Derrière, on reconnaît Mathieu Louis-Jean. Mais on se dit, qu'est-ce que fout Tony Parker à cet endroit-là ? Il n'a pas de fonction officielle dans le club. Je rappelle que John Textor et Jean-Michel Aulas l'ont écarté du board de l'Olympique Lyonnais à l'hiver dernier. Et le voilà assis à la place du boss. Alors il a expliqué à la télé, John Textor m'a appelé et il m'a dit, est-ce que tu veux pas aller prendre ma place au Groupama Stadium pendant le match ? Donc là, on se retrouve déjà avec un propriétaire qui pourtant a été suspendu 30 jours au Brésil après ses déclarations, les déclarations qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Donc d'une certaine manière, il me semble quand même que c'est important d'être présent au Groupama Stadium dans un match comme celui-ci. Santiago Cucci, qui, effectivement, va voir ses fonctions se terminer dans quelques semaines, mais qui est encore président, certes par intérim, de l'Olympique Lyonnais, donc lui, il est pas là non plus. Ponceau, alors depuis, on nous a dit, oui, Ponceau, il était dans une mission en Afrique, enfin bon, c'est le cas, mais bon, à la limite, on aurait pu lui dire, les autres sont pas là, au moins toi, sois là. Lui aussi, son contrat se terminera à la fin de l'année et il partira à l'OL féminin en début d'année prochaine. Et donc, on appelle Tony Parker, donc il n'est plus dans l'organigramme du club, pour siéger à la place du président. Donc, expliquez-moi où est l'union sacrée là-dedans. C'est quand même assez hallucinant, enfin, je pense que c'est du jamais vu. Alors, Tony Parker a dit dans l'interview, John aimerait bien que j'entre au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, au conseil d'administration d'Eagle Football, mais moi je ne comprends pas. John Textor a dit je veux me reconcentrer sur les activités football, le basket, j'en ai rien à foutre, c'est pour ça d'ailleurs que Tony Parker, j'en ai pas besoin. Seulement maintenant, la salle, l'Arena, Tony Parker voudrait la racheter avec d'autres financiers, notamment le président de Fedcom, qui est un Russe, qui possède la chaîne Squeak. Donc sachez que si vous abonnez à Squeak, vous mettez ça va dans la poche des Russes. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, Tony Parker est intéressé pour racheter la salle. Et Textor veut vendre la salle. Donc pour le moment, finalement, chacun y trouve son compte, parce que John Textor veut introduire le groupe OL à la bourse de New York. Vous savez que Tony Parker rêve absolument de posséder une franchise NBA, que John Textor est donc financé par Ares, et donc Ares qui est un fonds multimilliardaire. Donc finalement, Parker se dit, je pourrais peut-être avec Ares acquérir une franchise NBA, etc. J'ai mon carnet d'adresses aux États-Unis, ça va peut-être l'aider à introduire l'Olympique Lyonnais, enfin l'OL Group, qui va d'ailleurs changer de nom, vous le savez, je l'ai évoqué dans ma vidéo sur le budget, à la bourse de New York, etc. En fait, tout ça, c'est des histoires de business. Tony Parker dit, si je peux aider, je vais le faire. Aider en quoi, je serais bien curieux de le savoir,
puisque sa fonction n'a pas été définie. Bref, tout ça pour dire, l'Union Sacrée, c'est du pipeau. Tout le monde s'en bat les rouleaux. Je suis halluciné de ce qui se passe. Mais bon, visiblement, ça a l'air de gêner personne. En tout cas dans le club. Alors, au moins officiellement, puisque je pense que les observateurs sont hallucinés de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque Ludo Bragnac a raconté, puisqu'il était au Groupama Stadium, et c'était lui qui couvrait le match pour Prime Video. Et en fait, c'était assez cocasse parce que Tony Parker, donc, n'a pas été officiellement mandaté par le club, en tout cas au niveau des médias. Et donc, il était sur le terrain. Et vous savez, quand vous voulez vous faire un petit peu remarquer par une caméra ou que vous êtes dans une soirée et que vous n'avez pas vu un pote depuis longtemps, mais que vous voulez pas faire le premier pas, donc vous faites un petit peu voir pour qu'on vienne vous voir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc il a traîné là 15-20 minutes en attendant que les caméras aillent le choper pour qu'il puisse donner les raisons de sa présence. Mais on est vraiment dans du grand n'importe quoi. On est sur un club qui a 300 millions presque de budget, et on a l'impression d'être dans une équipe de district, tout se fait à la bonne franquette. En gros, Raymond, il s'est pété le pied, donc il appelle son pote qui est patron du bistrot pour lui dire tiens, tu fermes dimanche, est-ce que ça t'emmerde pas d'aller suivre l'équipe parce que moi je peux pas y aller. Non mais vraiment, mais enfin c'est délirant ce qu'on vit les amis. C'est délirant ce qu'on vit les amis. Surtout dans la période actuelle, à la limite on aurait 15 points d'avance dans le championnat, j'en aurais rien à foutre de tout ça. Mais là on est quand même dans le grand caca et finalement, eh bien, rien ne se passe au niveau des instances. On apprend en plus que, alors qu'on nous avait fait miroiter, alors c'est les journalistes, hein, c'est pas Textor, qu'on aurait peut-être un directeur sportif, et ben on apprend qu'on n'aura pas de directeur sportif parce que figurez-vous que John Textor, il a plein de pognon maintenant avec les ventes de l'Ikeba, des trucs féminins. Et donc, bien qu'il ait engagé des recruteurs pour la cellule de recrutement, mais bon, c'est des petits jeunes qui sont tous à sa botte, hein, désormais, eh ben, il ne veut pas de directeur sportif. Alors, selon le Progrès, bon, c'est pas trop d'où ils tiennent cette information, mais bon, par principe, j'ai quand même tendance à faire confiance aux journalistes, ils vont pas inventer des trucs pareils, surtout que ça ressemble vraiment à du Textor. Et Textor aurait dit, donc selon le Progrès, le mercato, c'est moi. Ah bah ça, oui, eh bah ouais, eh bah c'est bien, on est bien là. En fait, j'avais eu une question, je crois, dans une de mes FAQ où quelqu'un me demandait, mais pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on va avoir un directeur sportif à l'Olympique Lyonnais ? Et en fait, j'avais dit, mais en fait, Textor, il ne veut pas de directeur sportif, parce qu'il veut tout gérer. Un directeur sportif, il a son champ de compétences, et il n'a pas envie qu'on vienne interférer, surtout un propriétaire américain qui n'y connaît rien au football, qui vienne interférer dans ses choix, dans ses décisions. Et en fait, Textor, il ne veut pas de ça. Et je pense que quand il a approché notre ami Bonnemère qui évolue au Havre, Bonnemère, lui, il s'est dit, je suis directeur sportif, je connais mes attributions, donc j'ai pas envie qu'un proprio vienne me dire qui je dois prendre, qui je dois pas prendre. Est-ce que je dois prendre un Maitland Niles, est-ce que je dois prendre un Jeffinho pour renflouer les caisses de Botafogo, etc. Et donc, les directeurs sportifs expérimentés, ils n'ont pas envie d'avoir un mec qui leur dit qui doivent prendre. Un directeur sportif, il définit une politique sportive et ensuite il recrute les coachs et les joueurs qui correspondent à cette politique sportive. On se rend bien compte à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il était évident dès le mois de juin qu'on avait d'énormes problèmes, je dis bien d'énormes problèmes au niveau du milieu de terrain, qu'il fallait prendre des milieux de terrain, mais des milieux de terrain de qualité. Aujourd'hui, on a 7 voire 8 milieux de terrain, ça dépend si on met Maitland Niles dans les milieux de terrain, mais il n'y en a pas un qui est bon. Moi je préfère en avoir 3 qui sont bons et derrière des jeunes, plutôt que d'avoir 8 mecs dont aucun n'est compétent. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de direction sportive, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi aussi le recrutement d'Akuoku, qui depuis a disparu de la circulation. Je ne sais pas où il est. On va lancer un avis de recherche pour Akuoku,
qui était le fameux numéro 6 tant attendu. Donc vous le voyez, là aussi, ça continue de partir à volo, et j'ai bien peur que le mercato hivernal, où on aura peut-être effectivement de l'argent à dépenser, eh bien ça devienne encore du grand n'importe quoi. Alors revenons sur le terrain pour évoquer deux sujets, donc le calendrier, mais aussi la trêve internationale, parce que je pense que la trêve internationale, c'est un peu à double tranchant. Donc nos deux prochains adversaires au mois de novembre, c'est Rennes, donc dimanche. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur le live, en espérant ne pas être aussi mauvais pour démarrer le live que la dernière fois, mais j'ai encore repotassé les tutoriels et je pense que cette fois, ça va bien se passer. Croisons les doigts, mais en tout cas, je vous attends nombreux pour ce match à Rennes. Et donc après ce match à Rennes, on aura 2 semaines de trêve internationale. Et si on voit ce qui s'est passé lors de la dernière trêve internationale, c'était du boulot, 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 du boulot. Je crois que lors des 2 semaines de trêve internationale, il y a eu 1 jour de repos. Alors, si après on était comme des avions sur le terrain, je dirais formidable, mais force est de constater que moi, personnellement, je n'ai pas vu de différence avant, après. Donc là, je me demande si la méthode de Fabio sur ce sujet est adaptée. Deuxième match que l'on va avoir donc pendant cette trêve internationale, c'est la réception... Après le retour de trêve internationale, c'est la réception de Lille. Donc 5e du championnat. Rennes est 11e. Vous voyez, sur une dynamique franchement pas positive. 1 nul et 3 défaites. Donc c'est pas la joie. Lille, alors c'est beaucoup mieux classé, mais vous voyez, seulement 14 buts en 11 matchs et 10 buts encaissés. Donc c'est pas la folie non plus du côté de Lille. Alors, je vais pas vous dire que on va prendre des points face à ces équipes. Je n'en ai aucune idée. Mais il serait quand même bon de réaliser un jour ou l'autre quand même un petit exploit. Alors soit battre Lille à domicile, soit aller prendre, enfin on peut d'ailleurs, j'espère, cumuler les deux, aller prendre au moins un point à Rennes. Il est évident que ce calendrier est très compliqué. Ensuite on jouera Lens et on jouera Toulouse, donc Toulouse 14e, qui en gros fait partie des équipes que l'on doit essayer de rattraper. C'est pas simple. Beaucoup nous voient ne même pas gagner un match jusqu'à la trêve hivernale, c'est pour vous dire. Moi, je ne sais pas. J'attends encore les effets de la méthode Grosso. Il va falloir quand même qu'il se passe quelque chose, parce que pour le moment, et ça c'est objectif, ce n'est même pas une opinion, je ne vois rien. Le problème, je trouve, avec ce que fait Fabio Grosso, outre les erreurs, enfin ce que moi je considère comme des erreurs tactiques, je n'ai pas du tout aimé le 3-5-2 face à Metz. Il est face à un problème, mais un problème, je dirais, que beaucoup d'autres entraîneurs auraient du mal à résoudre, c'est que les joueurs qui sont de bonne volonté n'ont aucun talent. Aucun. O'Brien, ça n'a aucun talent. Alvero, ça n'a aucun talent. Mata, c'est correct, mais on ne peut pas dire que c'est talentueux. Et ceux qui ont du talent, ils ont envie de rien foutre. Donc évidemment, quand vous partez du principe que vous allez faire jouer ceux qui sont les plus déterminés, vous mettez pas forcément des joueurs qui ont du ballon, et vous laissez les mecs qui ont du ballon sur le banc. Donc c'est un choix que pour le moment il a décidé de faire, et c'est un bon choix. Honnêtement, je ne suis pas totalement convaincu. Est-ce qu'il va devoir manger son chapeau et faire jouer un petit peu contre sa propre volonté des joueurs peut-être un peu plus techniques, comme Tolisso, comme Ryan Cherki, comme Nuama, encore que Nuama est technique, j'attends de voir, on en parlera quand on fera un petit bilan sur le mercato. Mais en tout cas, il va falloir que Fabio trouve des solutions, parce que pour le moment, écoutez, il se passe pas grand-chose. On espère un déclic à Rennes, mais Rennes va nous attendre. Autant vous dire que Genesio n'a pas envie d'être le premier de la saison à perdre contre l'Olympique Lyonnais. Enfin, en tout cas, à donner une victoire à l'Olympique Lyonnais. L'année dernière, on avait partagé les points, puisque on avait gagné chez nous, on avait perdu chez eux. L'année d'avant, ils nous avaient tarté joyeusement à 2 reprises, à l'époque de Peter Bosz, qui nous avait offert 2 nouvelles humiliations.
Bref, ce mois de novembre, mine de rien, il conditionne beaucoup de choses pour la suite, que ce soit sur le terrain, pendant la trêve, mais aussi évidemment dans les instances, dans la direction, dans la capacité à passer l'obstacle DNCG, parce que si on ne passe pas l'obstacle DNCG, ça veut dire que on va jusqu'à la fin de la saison avec cette équipe-là, et cette équipe-là, évidemment, elle ne rassure personne par un manque de talent assez flagrant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.